Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En termes de beauté pure, si en fait il se trouve que la cortisol est un antitestostérone, c'est-à-dire que le cortisol utilise les mêmes composants pour être créé que la testostérone, donc plus tu crées de cortisol, moins tu crées de testostérone et inversement. Et en fait, le fait de ne pas avoir de testostérone, ça empêche le développement de tes caractères sexuels secondaires, masculins. Je parle que pour les mecs, pour les filles, je sais pas trop. Et c'est ce qui te rend masculin, et c'est basiquement ce qui te rend beau gosse, quoi. Enfin, c'est-à-dire que la carrétude de la mâchoire, l'épaisseur des os, la densité musculaire, le taux de masse graisseuse. Genre, typiquement, être gras, c'est pas beau. Basique. Pour un mec, en tout cas. Et ça, c'est largement influencé par ta testostérone. Pareil, le fait de manquer de sommeil, ça. En gros, ça nique ton hormone de satiété. T'as la leptine et une autre hormone, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui sont en gros ce qui gère si t'as faim ou pas. Et manquer de sommeil, ça nique ça. Ce qui fait que tu manges trop, basiquement. Donc, moins tu dors, plus tu manges, basiquement. Et d'ailleurs, moins tu manges, plus tu dors, ça je peux le dire. J'ai testé, effectivement, moins tu dors, plus tu manges. Mais bon, non, moins tu manges, plus tu dors. Mais moins tu manges, moins tu dors, plus tu manges. Ce qui fait que, bah, pareil, t'es en surpoids, et le surpoids, c'est pas ouf. D'un point de vue beauté, genre, c'est vraiment pas. Pour un mec, c'est vraiment pas sexy, quoi. Pour une fille non plus, mais il peut y avoir. Donc, il y a plus de marge de manœuvre. Et je sors des dingueries, c'est bon, let's go. Je sors des dingueries et je me rends pas encore compte. Je me rends plus compte, c'est ça. Euh, il y a un pote à moi qui m'a dit. Plus qu'un pote. Bref, il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit. Genre, c'est fou, tu sors des dingueries sans t'en rendre compte. Et j'étais en mode. Bah ouais, c'est pas faux. Non, en fait, j'étais dans le déni au début. J'étais en mode. Non, moi, des dingueries. Moi, sortir des dingueries. Non, non. Puis après, j'ai eu quelques exemples. Puis j'ai fait, ah si, peut-être. Ah si, effectivement. Si, si, si. Mais là, je commence à arriver. J'essaie quand même de. Enfin, j'ai encore des filtres, tu vois. J'en ai gardé quelques-uns parce que, bah, faut bien vivre en société. Mais là, la fatigue commence à les enlever. C'est-à-dire que je dis des dingueries et je me rends compte après coup que je dis des dingueries. Et là, je pense qu'il va y avoir un moment, notamment à partir des 6 heures, je pense, où je vais dire des dingueries et je vais oublier que je dis des dingueries. Genre, je vais pas m'en rendre compte. Je vais juste jamais m'en rendre compte. Et je vais réécouter ça en fois deux, évidemment, parce que je suis pas fou. Et je vais être en mode, mais qu'est-ce que tu viens de sortir comme dinguerie là? Et c'est pas grave, hein. Franchement, en vrai, y a rien que je pourrais sortir qui soit horrible. Genre, enfin, les conséquences négatives de ce que je peux sortir comme dinguerie sont pas si fortes que ça. Donc en vrai, je peux me permettre. Ce qui est bien. Il y a plein de gens qui. Ça, c'est une belle liberté. Genre, c'est. Il y a plein de gens, ils n'ont pas la liberté de dire ce qu'ils pensent et ça doit être horrible à vivre. Et après, il y a plein de gens, ils pensent qu'ils n'ont pas la liberté de dire ce qu'ils pensent, alors que c'est pas le cas. Par exemple, j'ai plein de potes de droite, quand ils sont dans des milieux majoritairement de gauche, ils n'osent pas exprimer leur opinion. Et moi, je sors des dingueries et. Enfin, de dingueries. Pour les deux camps d'ailleurs, mais. Genre, j'ai pas de mal à exprimer mes opinions politiques. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi eux ont du mal. Je crois qu'ils ont la perception que les gens vont pas les aimer à cause de ça. Alors que c'est pas, c'est juste, je pense, une question de tact. C'est-à-dire que tu peux sortir des idées, tu peux sortir basiquement des idées néo-nazis sans avoir de problème, tant que, tant que tu les sors bien, quoi. Tant que tu les argumentes bien. Et après, dans l'idée néo-nazi, ça va être chaud. Mais encore, tu peux te faire des amis avec ça, quoi. Et surtout, il y a aussi un problème d'honnêteté. Ça y est, on rentre dans le chapitre honnêteté. Il y a un problème d'honnêteté à cacher ses opinions politiques pour se faire apprécier. C'est déjà, tu considères que tu dois te faire apprécier de la personne et ça te met forcément dans une situation inférieure. Genre, si tu considères que tu dois mentir pour te faire apprécier de quelqu'un, tu te mets dans une position d'infériorité, t'es dans la merde, ça y est, c'est fini. C'est problème, le début des problèmes. Le début et la fin des problèmes, mais le début des problèmes surtout. Parce que, parce que tu te places en dessous. Donc, si tu te places en dessous sur ça, tu te places en dessous sur tout le reste, et ça fait une relation bizarre, et non, non, non. Mais, euh, mais ouais, je sais pas pourquoi ils mentent. Probablement parce qu'ils ont besoin de se faire apprécier. Après, est-ce que moi j'ai déjà menti sur des opinions politiques? Non. Non. J'ai déjà menti, mais sur d'autres trucs, qui sont plus graves, d'une certaine façon. Mais
Mais ouais, non, sur ce point de vue-là, l'honnêteté. En plus, si, si quelqu'un t'aime pas parce que à cause de tes opinions politiques, c'est un connard et il peut aller se faire foutre, quoi. Genre, je sais pas pourquoi. Je comprends pas l'attachement au fait de se faire aimer par des gens que t'aimes pas. Genre, j'aime pas les gens qui sont intolérants. C'est basique. Si t'es fermé d'esprit, ça va être compliqué, quoi. Bon, bah, euh, le meilleur moyen de savoir si quelqu'un est fermé d'esprit, c'est de lui sortir quelque chose qui est en dehors de son esprit et de voir s'il est ouvert à ça ou pas. Et si si quelqu'un ne veut pas être ami avec moi parce que j'ai des opinions politiques différentes, bah c'est un win-win. Genre, moi, je veux pas être ami avec lui parce qu'il est fermé d'esprit. Et donc, peut-être que, après, peut-être que eux, ils sélectionnent pas pour. Ah, peut-être qu'ils sont fermés d'esprit aussi et qu'ils sélectionnent pas pour l'ouverture d'esprit. Ah, c'est possible, j'avais jamais vu dans ce sens-là. Que il y a des gens qui sélectionnent pas forcément pour l'ouverture d'esprit et que donc ils admettent que ce soit normal Ah, est-ce que eux, si quelqu'un avait une opinion différente, ils seraient amis avec eux? Non, 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 effectivement. Effectivement, effectivement. Je l'avais jamais vu comme ça. On découvre des choses. On découvre des choses, il faut que je vérifie que ça recorde toujours. Ça recorde toujours. Et on est officiellement à 5 heures dans le podcast. 5 heures. J'ai jamais vu un podcast aussi long de ma vie. Tout seul en tout cas, solo. Après j'ai vu Absol. Je sais plus s'il fait toujours des vidéos. J'espère qu'il en fait toujours, c'était Kali. En tout cas j'ai arrêté de regarder. Il faisait des interviews, mais tard. Waouh. C'est un peu ce qui m'a donné l'idée de faire le podcast de 12 heures. Mais il faisait des interviews de fou qui duraient. Genre, au début, ça c'était normal, tu vois, ça durait 1 heure et demie. Puis après 2 heures, puis après 3 heures, puis après 4 heures, puis après 6 heures. Puis après, il y a eu une interview de 12 heures avec je sais plus qui. Et là, on a passé un cap. Mais ils sont deux. Ils sont deux, ils font des pauses. Je crois qu'ils l'ont fait en deux parties en plus. Là, je suis solo. Là, c'est plus compliqué. Mentalement, c'est plus compliqué. Mentalement, j'ai déjà envie de prendre une pause alors que la dernière pause était il y a 30 minutes. Le truc, c'est que plus je prends des pauses, plus je me mets en retard. Et donc, plus le truc va durer longtemps. Le paradoxe est présent. C'est le paradoxe de la tortue. Il y a plein de paradoxes comme ça à la cour. Mais le paradoxe de la tortue, il est bien. C'est en mode, ok, t'as une tortue qui fait la course avec Achille. La tortue part 10 mètres avant parce que quand même, enfin, elle voit bien qu'elle a un désavantage, quoi. Ok, le, pendant un certain... Achille court vite, mais à un moment, il a rattrapé la position où était la tortue. Sauf que peu importe en combien de temps il a fait, entre-temps, la tortue a avancé. Bon, d'accord. Ok, Achille rattrape la position de la tortue. Peu importe le temps qu'il a mis, entre-temps, la tortue a avancé. Et tu fais ça à l'infini et tu te rends compte que Achille ne dépasse jamais la tortue. C'est pas possible. C'est comme la flèche qui avance de la moitié de la distance à chaque fois. Cette flèche, elle ralentit de la moitié à chaque fois. C'est-à-dire qu'à un instant T, elle a parcouru la moitié de la distance. À T plus 1, elle a parcouru la moitié de la distance restante. Et à T plus 2, du coup, la moitié de la distance restante de la dernière fois. Mais en fait, elle atteint jamais sa cible. C'est tragique. C'est l'inverse de l'exponentielle du nénuphar. C'est cette blague à la con. Où t'es en mode, ok, t'as un lac, t'as un nénuphar sur un lac. Premier jour, t'as un nénuphar. Deuxième jour, t'as deux nénuphars. Troisième jour, t'as quatre nénuphars. Quatrième jour, t'as 8 nénuphars. 16, 10, 32, etc. À la fin, le lac est totalement recouvert. T'as 256 nénuphars. Non, ok. Euh, à la fin, t'as 256 nénuphars. Au bout de combien de jours, je la fais mal, mais c'est pas grave, je suis fatigué de toute façon. Donc j'ai une excuse. Au bout de combien de jours, le lac était rempli avec 128 nénuphars? Non, c'est pas comme ça. Je l'ai mal faite. Mais bref, t'as capté l'idée. Et évidemment, c'est un jour avant et pas la moitié. C'est juste que le cerveau est nul à comprendre les exponentielles. C'est comme avec l'IA. J'ai fait un podcast avec. Bah, de toute façon, tu l'as probablement vu si tu vois ce podcast-là. J'ai fait un podcast avec ChatGPT où je te demande est-ce que tu vas nous détruire, frérot? Et en fait, on se rend pas compte à quel point les exponentielles vont vite. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des études sur ça. On surestime au début et on sous-estime à la fin. C'est-à-dire que tu vois, l'exponentielle, ça fait pof. Et bah, au début, on pense que ça évolue plus vite que ça le fait au début. Par contre, on pense que ça évolue plus lentement que ça le fait à la fin. En vrai.
Et pour l'IA, je pense qu'on est là-dedans, hein. C'est-à-dire que là, le dernier modèle de ChatGPT, c'est. J'ai fait le podcast avec ChatGPT 4. Là, le dernier modèle, c'est O1, qui a. Dernier modèle disponible en tout cas, qui a introduit la chaîne de pensée. Donc, basiquement, il réfléchit quoi. Il fait un raisonnement, il est en mode ok, on m'a demandé ça, il faut que j'analyse ça. En faisant ça, il faut que je fasse tel. Que j'inclue tel facteur. Ok. Basiquement, il se demande à lui-même comment résoudre le problème de manière efficace. Et c'est OA. Et OA était déjà beaucoup plus fort que ChatGPT 4. Mais genre beaucoup, beaucoup plus fort. Et là, ils ont annoncé O3. Et ils l'ont annoncé un mois après OA. C'est ça qui est flippant. Et il va probablement sortir le temps de faire toutes les phases de sécurité et tout. Dans, je sais pas, 3 4 mois, un truc comme ça. Et O3 est beaucoup plus performant que OA. Et c'est flippant. Et pour l'instant, le plateau. Il y a plein de gens qui étaient en mode ouais, mais il va y avoir un plateau dans l'IA. Genre là, on augmente exponentiellement, mais il va y avoir un plateau tranquille. Ça va être limité par les processeurs, ce genre de choses, la puissance de calcul, les données d'entraînement et tout. Pour l'instant, on n'y est vraiment pas à la limite. En plus, on commence à faire du hardware spécialisé pour les IA et ça commence à sortir. Donc, basiquement, le hardware, c'est le support matériel sur lequel tu mets le logiciel. Et le software, du coup, c'est le logiciel. Et il y a un truc qui est fascinant avec l'être humain, c'est que le hardware, c'est le software. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que le logiciel dans ton cerveau, c'est littéralement les neurones dans ton cerveau. Si un neurone est détruit, c'est comme si une ligne de code dans un software était enlevée. Genre le hardware, c'est le software, il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça, c'est miraculeux. Mais on n'y est pas encore avec l'IA. Par contre, on s'en rapproche, c'est-à-dire qu'avant, on utilisait des cartes graphiques normales, genre de jeux vidéo, pour, euh, pour l'IA, pour entraîner l'IA. Maintenant, on commence à faire du hardware spécialisé pour l'IA. Et donc, on commence à se rapprocher d'un truc, d'une optimisation assez forte pour passer un cap, on va dire. Et force est d'admettre, ça fait un peu peur. Force est d'admettre, j'aimerais bien avoir des enfants, j'aimerais bien les voir grandir, j'aimerais bien que l'humanité ne soit pas exterminée d'ici moins de 10 ans, quoi. J'ai quel âge? J'ai 18 ans. Moins de 5 ans. J'aimerais bien, ça ferait plaisir. Ce serait sympathique. Et c'est fou comme on est passé d'un sujet ultra joyeux à en fait l'IA va peser sous nous détruire. Après, il faut voir que beaucoup de choses ont beaucoup de chances de tous nous détruire. Mais l'IA c'est quand même pas mal quoi. C'est-à-dire que là, on est sur un mythe du Prométhée moderne assez fort. Faut peut-être que j'explique cette référence. Oui, donc, Marie Shelley, celle qui a écrit Frankenstein, le monstre de Frankenstein, qui est le livre, c'est un banger d'ailleurs. Lis le livre, voilà. Faut rappeler qu'elle avait 18, 19 ans, 18 ans je crois, l'un des deux, quand elle a écrit ce livre. Et putain, c'est pas mal. Franchement, pour cet âge-là, c'est carré. Elle a mon âge du coup. Enfin, elle aurait eu mon âge, enfin bref, t'as capté. Et le sous-titre, c'est le monstre de Frankenstein ou le mythe du Prométhée moderne. Parce que Prométhée, c'est littéralement celui qui pense avant de faire les choses. Et il va donner, en gros, les dieux répartissent les. C'est dans la mythologie grecque, hein. Les dieux, enfin, Zeus, dans les dieux en général, répartissent les qualités des animaux. Des animaux, putain, waouh, j'ai vraiment dit ça, je suis fatigué. Des animaux. Et ils oublient l'homme. Et du coup, l'homme, il est tout seul, comme un con. Il fait froid, il a pas, enfin, il a pas de fourrure, donc il a froid. Il a pas de griffes, donc il peut pas se défendre. Il a pas de dents, donc il peut pas, enfin, il a pas de canine, donc il peut pas mordre la viande. Bref, il est dans la merde. Voilà, c'est la merde. Et donc, Prométhée prend un peu pitié et décide de voler le feu aux hommes, le feu aux dieux pour aller le voler aux. Waouh, la fatigue. Reset mental. Prométhée décide de voler le feu aux dieux pour aller le donner aux hommes. Cool. Sauf que les dieux sont moyennement contents et du coup Zeus le punit. Alors il me semble que c'est lui qui est puni à. En gros, il est attaché à un rocher et un aigle vient lui manger le foie tous les jours. Et tous les jours son foie se régénère et il peut pas mourir. Et il fait ça pour l'éternité. Je sais pas si tu t'es déjà fait manger le foie. Personnellement non. Mais j'ai déjà pris un coup pas loin du foie. Et c'était pas au foie directement et je l'ai senti passer. Et je vois la tête des boxeurs quand ils prennent un coup au foie. Et c'est juste un coup. Imagine te faire manger le foie, ça doit être absolument horrible. Bref, pas sympa comme punition. Et donc voilà, Marie Shelley, le monstre de Frankenstein ou le mythe du Prométhée moderne. Je pense qu'avec l'IA, on est sur le mythe du Prométhée moderne, hein.
C'est-à-dire que il y a un mec qui a amené le feu aux hommes et on va tous s'entretuer. Parce que le feu, il y a aussi cette idée. C'est cette idée, par exemple, dans Les Fourmis de. J'ai oublié le nom d'auteur. Bref, auteur français très connu, qui a aussi écrit Le Papillon Céleste. Et j'essaye de me souvenir de son nom en citant de ses livres, mais non, je l'ai pas. L'ultime secret de. Je l'ai plus, putain, c'est fou ça. La fatigue, c'est dingue. Bref, ok, bref. Non, c'est fou, j'ai pas son nom. C'est pas grave. Bref, dans les fourmis, en gros, elle reproche aux humains, tous les animaux de la forêt se sont mis d'accord pour ne pas utiliser le feu, parce que c'est trop dangereux. Et il y a cette idée de... Le feu, ça représente bien la dualité de l'outil, c'est-à-dire que tu as un outil, cool, qui permet de cuire les aliments et d'avoir un gros cerveau, cool, mais qui permet aussi de brûler des forêts, quoi. Pas cool. L'humanité, disons que plus on est allé loin dans les outils, plus on a étendu notre puissance, notre bras de levier. C'est Euclide qui disait donnez-moi un bras de levier assez grand et je soulèverai la terre. Bah, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que plus les outils évoluent, plus et progressent, plus ils permettent de faire beaucoup de bien et beaucoup de mal d'un coup. C'est-à-dire que, par exemple, la bombe nucléaire a probablement évité un certain nombre de guerres entre pays civilisés et a probablement évité des millions de morts. Mais, mais, de l'autre côté, ça peut tous nous annihiler. L'IA, ça va probablement faire la même chose. C'est-à-dire que, ok, on va probablement automatiser plein de travail, on va probablement... Ah, ça va être une dinguerie. Même, rien que là, c'est déjà une dinguerie, hein. On peut déjà esclavagiser, tout le monde a une secrétaire chez lui. C'est une dinguerie. Mais, au bout d'un moment, ça va être dangereux. Et ça l'est déjà un peu. Et c'est pareil, genre l'humanité fait toujours ça avec tous les outils. C'est-à-dire que plus on avance sur les outils, plus la proportion de ah, en fait, ça va tous nous buter est forte. Et plus ça va vite, plus moins il y a le temps de se dire ah, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on met une pause? De toute façon, on peut pas mettre en pause, je crois. C'est ça le problème d'avoir plusieurs pays et tout. C'est-à-dire que forcément, si ça donne un avantage compétitif, tu as un pays qui va le faire, même si c'est dangereux, parce que on est con. Et ça qui est flippant aussi avec l'IA, c'est que tu dis, oui, mais la bombe nucléaire, c'est que quelques nations qui l'ont. Il y a 7 nations officiellement qui l'ont dans le monde. Il y a la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, la Russie, Israël, l'Inde, probablement le Pakistan, ça fait 8. Je sais pas si la Chine a la bombe nucléaire. Oui, si. Et la Corée du Nord, ça fait 9, mais la Corée du Nord, ils ont pas les missiles intercontinentaux pour l'envoyer. C'est con, ils ont une bombe nucléaire, ils ont pas de quoi l'envoyer sur les États-Unis, c'est pas de bol ça. Mais bref. Donc tu dis, il y a que quelques pays qui l'ont et ils ont des processus assez stricts de lancement de la bombe nucléaire, mais tu dis, même là, il y a eu plein de foirages. Genre, bah, tu peux chercher les incidents nucléaires, mais il y en a eu. Par exemple, un jour, il y a un B-52 qui s'est craché dans. Donc c'est un bombardier américain qui s'est craché dans le désert du Nevada avec 2 bombes nucléaires à bord armées. Et il y a eu des bombes nucléaires, elle était à un interrupteur de péter. Imagine une bombe nucléaire qui pète dans le Nevada. La catastrophe que c'est, la radioactivité qu'il y a dans les États-Unis. Les mecs auraient pensé en plus que, auraient probablement pensé que c'était une bombe nucléaire russe et ils auraient envoyé de la contre-charge et tout. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie absolue. Non, non, il y a des. Rien qu'avec la bombe nucléaire, et alors qu'il y a très peu de pays qui ont accès, c'est la merde. Mais imagine quand des entreprises privées, genre l'IA, c'est des entreprises privées et probablement des individus, si on se rend pas compte des failles qu'il peut y avoir et de la puissance que ça a dès le début, probablement des individus. Imagine la merde que ça peut être. Bref, on a des outils qui vont de plus en plus vite, de plus en plus forts. Et oui, j'étais sur le feu, sur le fait que ça a permis la cuisson des aliments avec le feu, avec la domestication du feu, a permis d'augmenter la taille du cerveau, mais en fait, il y a une contre-théorie. J'ai dit, c'est une des théories. C'est la théorie la plus scientifiquement acceptée et tout, je l'aime bien, mais en fait, il y a des gens qui disent, oui, mais il y a un léger décalage. On a commencé à avoir des gros cerveaux avant le feu. Ou après, ou longtemps après, je sais plus. Mais en gros, ils disent, il y a un décalage, donc c'est probablement pas le feu, en fait. C'est probablement autre chose. Et tu as une théorie qui me fume de rire, qui est dans un livre qui s'appelle, enfin, en tout cas, que j'ai entendu dans un livre qui s'appelle Food of the Gods, donc littéralement la nourriture des dieux, qui dit que, en gros, ça va être compliqué à expliquer. C'est pas compliqué à expliquer, mais avec mon état de fatigue, c'est compliqué à expliquer. Le... En gros, le livre analyse les évolutions humaines en fonction de notre rapport aux plantes. C'est-à-dire que, par exemple,
la révolution, les Lumières, le siècle des Lumières qu'on a en France. Donc, grand siècle où genre on a plein de nouvelles idées, on a plein de nouvelles inventions et tout. Tu dirais que c'est dû à quoi? Bah, un des composants que l'auteur estime est important et qu'on sous-estime de fou, ce serait l'importation du café. Parce que c'est le premier siècle où. Enfin, ouais, c'est le début de l'importation du café en Europe. Et en fait, à la fois, on était à la bière. Et tu vois bien que des philosophes qui sont dans un salon en train de boire de la bière et des philosophes qui sont dans un salon en train de boire du café, il y a un groupe qui va te sortir des meilleures idées que l'autre, quoi. Et tu généralises ça à toute une société. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, selon lui, c'est pour ça que les salons de thé et les salons de café, c'était un vrai truc. Surtout les salons de café. Et c'était un lieu d'effervescence assez forte. Et donc lui, il explique, en gros, il dit, on a trouvé un mix, la créativité humaine a augmenté quand on a trouvé un mix de champignons qui, en gros, a permis de générer de la psilocybine. Et c'est un truc qui est, enfin, c'est un composant qui est dans les champignons et qui augmente effectivement la créativité. Et donc probablement l'intelligence. Donc il a dit ça plus un autre champignon qui augmente légèrement la mémoire, et c'est comme ça que notre cerveau a grandi. Et c'est comme ça qu'on a domestiqué le feu. C'est comme ça qu'on a niqué tous nos concurrents en fait. Parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'à une certaine époque, je croyais qu'en fait en histoire on m'avait présenté, tu vois, Homo erectus, Homo sapiens, Homo néandertal. On m'avait présenté ça comme, en tout cas je sais pas, dans ma tête j'avais l'idée d'une ligne quoi. C'est-à-dire qu'on est passé de Australopithèque à Homo erectus à Homo neanderthalus à Homo sapiens sapiens. En fait non, on a collaboré. Et les hommes de Néandertal, ont vécu en même temps que des Homo sapiens. Et bizarrement, on est les seuls à avoir survécu. Mais on retrouve une petite part de génome d'hommes de Néandertal en nous. Donc, on s'est un peu aussi accouplé. Mais principalement, eux n'ont pas survécu, nous on a survécu. Si t'es gentil, tu dis que c'est parce que ère glaciaire, t'as capté, ils avaient un régime principalement végétarien, ce qu'ils ont pendant l'ère glaciaire est pas ouf, alors que nous on avait un régime omnivore, ce qui aide. Après, encore une fois, tu sais, il y a d'autres espèces du genre humain qui à l'époque étaient là et qui avaient aussi un régime omnivore. Donc pourquoi eux, ils n'auraient pas survécu et tout? Et la théorie sombre, c'est qu'on les a tous butés. Voilà, c'est pas sûr, c'est une théorie historique. C'est une hypothèse, on va dire. Historique, c'est pas sûr du tout, mais je sais pas, ça paraît logique. C'est comme la disparition des mammouths. Les derniers mammouths ont disparu il y a 12 000 ans. Ouais, ça fait mal. Celle-là, elle fait mal. Euh, et ils étaient sur une île au Canada, bref. Et pourquoi tous les mammouths ont disparu? Probablement parce qu'on les a butés. Voilà, c'est pas ouf, mais on a eu tendance à buter à peu près tout ce qui se passe dans notre environnement. Et cette tendance remonte à loin. Bref, j'étais sur. Oui, donc lui, pour lui, l'explication, c'est juste en fait les champignons. Voilà. Belle explication en plus. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs très bizarres niveau plantes. Et par exemple, il analyse beaucoup la médecine en termes de plantes, ce qui est normal. Enfin, les grandes avancées médicinales sont liées à la découverte de plantes et de leurs effets. Mais il y a un autre truc qui est bizarre, c'est sur l'ayahuasca. Donc l'ayahuasca, c'est une drogue qui est un mélange d'une racine et d'une feuille broyée. Et basiquement, si tu prends que la feuille, t'as pas les effets. Et si tu prends que la racine, t'as pas les effets. Et on parle de l'Amazonie. L'ayahuasca est une drogue amazonienne. Enfin, les deux plantes elles poussent en Amazonie. Et elles poussent à des endroits très éloignés. C'est-à-dire que c'est pas le même arbre. C'est pas. Faut aller les chercher, la plante et la racine en même temps. Enfin, la feuille et la racine. Et donc, il y a toujours la question qui est toujours non résolue d'ailleurs, enfin, qui est comment des peuples amérindiens ont pensé à faire les deux en même temps. Parce que là, l'essai-erreur, faut faire beaucoup d'essais-erreurs. Faut essayer toutes les plantes et des plantes différentes en Amazonie qui ne donnent aucun effet. Il y en a des millions. Et pourquoi tu te mettrais à essayer de mixer des plantes et pourquoi tu boirais des trucs bizarres? Et donc, les peuples locaux, ils disent non, mais c'est le dieu des plantes qui nous a dit comment faire. Pourquoi pas? Hein. De toute façon, à ce rythme-là, tout est plus plausible que juste le hasard. Mais encore une fois, un rasoir d'Occam. Est-ce que tu admets qu'il y a un dieu des plantes qui leur a dit ça? Ou est-ce qu'ils ont un super instinct? Ou est-ce que Dieu existe? Ou est-ce que juste ils ont eu de la chance? Rasoir d'Occam, plus probable qu'ils aient eu de la chance. Enfin, plus simple comme explication. Mais quand même flippant. C'est quand même cool de se dire qu'on a découvert des drogues juste grâce à ça. La découverte du LSD, c'est un Suisse qui a découvert le LSD. Ça, je m'en remets pas. Parce que je sais pas pourquoi, mais moi, je vois pas un Suisse prendre du LSD. Et il a testé sur lui-même. À la base, il cherchait un médicament contre je sais plus quoi, mais c'est un Suisse qui a découvert le LSD, et j'arrive pas à lui faire que ce soit un Suisse qui a découvert le LSD. Et l'histoire des drogues aussi, c'est passionnant.
Parce que, genre, comment ça montre que ta conscience humaine est quelque chose de très fragile. De très fragile. C'est-à-dire que des molécules, parce que fondamentalement, une drogue, c'est juste ça, c'est juste des molécules, peuvent altérer totalement ta perception du monde. Mais genre vraiment totalement. Genre, il y a des mecs qui deviennent fous après des trips sous ayahuasca. Ils sont devenus fous à cause d'une molécule. Enfin, à cause de plusieurs molécules, mais t'as capté. Et ça fait peur. L'alcool, ça change ta perception du monde aussi, d'une certaine façon. Et tu te dis, ok, la perception, ça tient à pas à grand-chose. Genre le fait que ce que je vois, c'est en quelque sorte un autre argument pour Descartes. Il aurait pu dire, il y a des illusions d'optique, il y a les rêves. Son troisième niveau, c'est, imagine que tu es un démon qui contrôle ta pensée, tu n'aurais aucun moyen de le savoir. Mais en fait, tu pouvais mettre entre, disons, l'illusion d'optique et les rêves, les drogues. Tu peux prendre une molécule qui change ta vision du monde. Et ça, c'est hardcore. Ça, c'est hardcore. D'ailleurs, il y avait le projet MK Ultra de la CIA qui visait à... En gros, ils pensaient que les médiums, ils savaient oui dire, je sais plus comment ils avaient oui dire, mais ils avaient oui dire que des médiums russes pouvaient contrôler la pensée de certaines personnes. Et ils sont devenus parano. De toute façon, à l'époque, tout le monde était parano, mais la CIA particulièrement, quoi. Et donc, ils ont fait le projet MK Ultra. Le but, c'était de contrôler les pensées des gens. Et genre, tu peux regarder les documents, ils sont déclassifiés, ils sont assez flippants. Les mecs ont fait des expériences, mais de tarés. C'est fou qu'ils aient eu l'autorisation de faire ça. Genre, ils injectaient des drogues à des étudiants sans leur consentement pour voir s'ils pouvaient les contrôler. Et une drogue, genre mélange de LSD, d'amphétamine et tout. Et surtout que la CIA, à la base, genre, le truc scandaleux dans le projet MKUltra, c'est pas tellement de vouloir contrôler la pensée et tout. On est guerre froide, frérot, c'est normal. C'est le but du jeu, quoi. C'est surtout qu'ils ont fait des expériences sur le sol américain, ce qui est pas légal. Parce que la CIA, normalement, n'agit que à l'extérieur du pays. C'est comme la Légion étrangère en France n'agit que à l'extérieur de la France. Il y a eu quelques exceptions pour la... Il y a eu une exception pour la Première Guerre mondiale, mais normalement, il n'y a pas les légion étrangère n'a pas de mission à faire sur le sol français. Bah, c'est pareil pour la CIA, ils ont rien à faire sur le sol américain. Donc c'est ça qui a fait scandale. Mais les mecs ont essayé des drogues pour altérer la perception et ils n'ont pas réussi. Ou alors ils ont réussi, on le sait pas. Mais ce serait la version flippante. Mais ouais, c'est genre à quel point une drogue peut juste changer. Et donc sur l'histoire de drogue, par exemple, la création des drogues modernes avec la chimie, en gros la découverte, le renforcement de la chimie, on va dire, a permis la création de drogues. Mais tu te dis, mais qui est l'enculé qui a inventé ça? Genre l'héroïne. L'héroïne. Invention de fille de... Déjà, la cocaïne, il fallait la sortir. Mais l'héroïne, c'est genre l'une des drogues les plus addictives au monde. Et on a utilisé ça sur des soldats en mode, tiens, tu vas marcher plus longtemps. Pareil avec la caféine. La caféine, maintenant, on utilise ça, par exemple, en France, on utilise toujours ça pour les pilotes de ligne. Pas pour les pilotes de ligne, pour les pilotes de chasse. Oh, il me semble. Peut-être que ça a changé. Mais en tout cas, à une époque, on utilisait les comprimés de caféine pour les pilotes de chasse. Et parce que la caféine, ça augmente la concentration. Mais ça a le défaut de te faire un crash de concentration juste après et de niquer ton rythme circadien sur beaucoup. Et tu te dis, waouh, c'est fucked up de faire ça. C'est fucked up de faire ça à un soldat. Mais et c'est là que tu dis, par exemple, sur les examens, genre, en France, on ne fait pas de contrôle antidopage pour les examens, mais le nombre de drogues qui permettent d'être plus. Genre, je me suis posé la question avant mes partiels. Je me suis littéralement, je me suis posé, j'ai pris mon carnet, j'ai fait, ok, est-ce que je me dope pour les examens ou pas? Au final, je me suis pas dopé parce que je trouve ça plus marrant de jouer le jeu naturellement et parce que je suis pas très attaché au résultat de mes partiels. Genre, si je passe pas, c'est pas grave. Si je passe, tant mieux, mais c'est pas dramatique. Mais je me dis, pour quelqu'un pour qui c'est la vie, ça doit tellement être un no-brainer. Et s'ils savaient qu'ils avaient. Enfin, ça doit tellement être un choix évident. Et s'ils savaient qu'ils avaient le choix, mais enfin, ils prendraient tout de suite la pilule rouge, hein. Et la pilule rouge, en l'occurrence, c'est des comprimés de caféine. Ou il se trouve qu'en France, c'est pas légal. Mais l'adderall aux États-Unis, c'est légal. Enfin, c'est sans prescription. Donc, c'est une drogue qui augmente la concentration. À la base, c'est une drogue contre des TDAH, enfin les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Mais il se trouve que c'est comme tout, si tu prends une drogue qui résout un problème alors que t'as pas le problème, bah, ça augmente juste tes capacités de base. C'est comme si tu prends de la ventoline, le truc pour les asthmatiques alors que t'es pas asthmatique, bah, ça augmente tes performances sportives. C'est pour ça que la plupart des rugbyman sont asthmatiques, avec de gros guillemets.
parce que prendre de la ventoline avant le match, ça les aide à avoir de bonnes performances. Et bref, l'adérall aux États-Unis, c'est légal. En Europe, ça l'est moyennement. D'ailleurs, ça a fait de grosses controverses quand. Pas de grosses controverses étonnamment, mais ça fait des controverses dans le milieu de l'e-sport. Bah ouais, parce que bah, ils sont pas. En gros, d'un côté c'est légal et de l'autre ce l'est pas, quoi. Donc quand tu es dans une compétition de Rocket League en ligne avec des Américains et que eux ils sont sous adérall et que toi t'es européen et que t'as pas droit, c'est chaud, quoi. C'est chiant. C'est un peu chiant en termes de. Bah, de fair play en fait. Juste de fair play. Et j'hésite à prendre une pause maintenant, mais non, on va attendre 30 minutes tranquille. Je pourrais juste pas boire. Et mon corps commence à se déshydrater et ma voix commence à partir, mais c'est pas grave. Et donc sur l'histoire de drogue, oui, on les appelle l'adérall. Oui, il y en a plein. Genre, j'ai plein de potes. Si je leur avais dit que bah, ils pouvaient juste se droguer et que ça marchait, très bien, mais ils l'auraient fait direct. Et c'est terrible. Et c'est terrible parce que une fois que tu as commencé, c'est dur d'arrêter. Une fois que tu as capté que tu avais ça qui pouvait t'aider dans un moment dur, déjà ça baisse ta confiance en toi. Qu'on soit d'accord. Recourir à une aide externe, ça baisse ta confiance en toi la plupart du temps. Puisque bah, tu te dis, j'ai réussi, mais c'est pas toi qui as réussi, c'est la caféine qui a réussi. C'est toi sous caféine qui a réussi. Donc tu commences à apprécier le toi sous caféine. Et c'est dangereux parce que si t'en prends trop, ça nique ton rythme circadien, j'en ai déjà parlé, mais ça nique ta concentration, ce genre de choses. C'est dangereux. Mais c'est tentant. Et j'ai plein de potes qui ont joué leur vie au partiel, littéralement. Enfin, genre, je les voyais, j'étais en mode, mec, ça va, c'est pas ta vie. Et ils sont en mode, si, si. Et enfin, en vrai, je m'en veux peut-être un peu de pas leur avoir dit, mais je sais pas, genre, juste prendre de la caféine et puis ça passera, ça passera. Mais genre, prendre des comprimés de caféine. T'as d'autres plantes, on dira pas sur les détails, mais qui permettent de bien d'augmenter la concentration, d'augmenter la créativité aussi. En France, c'est pas très légal. Enfin, si, il y en a qui sont légales d'ailleurs, mais pareil. Et genre, le fait que, typiquement, le fait que l'alcool soit autorisé, genre, le fait qu'on ait des drogues légales, ça me termine. Parce que je comprends pas l'argument qui est fait contre le cannabis. J'ai jamais compris. D'ailleurs, si quelqu'un est contre le cannabis, j'adorerais. Enfin, contre la légalisation du cannabis ou la dépénalisation du cannabis, j'adorerais en parler. Parce que pour l'instant, j'ai rencontré personne contre la dépénalisation du cannabis qui était sérieux dans ses opinions et qui avait vraiment cette opinion, quoi, qui voulait vraiment en parler d'un point de vue argumentatif, quoi. Parce que je comprends pas la logique, je comprends juste pas, et j'aime pas ne pas comprendre. Et donc peut-être que je ferai un débat avec ChatGPT, mais non, mais même avec ChatGPT, il sort des arguments flingués. Et il faut que je parle moins vite. Donc oui, oh, en avion. Il sort des arguments flingués, mais bref, j'adorerais avoir ce débat. Et donc le fait que, genre, l'alcool, mais c'est la drogue la plus consommée dans le monde, je pense. Et c'est une dinguerie. En plus, c'est même pas si bien que ça comme drogue. Enfin, En fait, c'est une des seules drogues qui a des effets variables, qui a des effets très variables. La plupart des gens, quand ils prennent. Non, en fait, si, dans toutes les drogues ont des effets très variables selon la personne. Putain, c'est vrai que toutes les drogues ont des effets ultra variables selon la personne. Mais l'alcool, c'est le plus visible vu que c'est le plus consommé. Tu sais, t'as ceux qu'on a. Enfin, il y a plein de types de gens. Enfin, tu peux avoir plein de types d'alcool. Genre, t'as des gens, ils ont l'alcool joyeux, t'as des gens, ils ont l'alcool triste, t'as des gens, ils ont l'alcool colérique, t'as des gens, ils ont l'alcool réflexif. Je sais pas comment c'est, mais en gros, ils réfléchissent sur le monde, tu vois, ils se posent, ça devient des Baudelaire en puissance. C'est bizarre que l'alcool. C'est Tom Holland qui disait. Donc Tom Holland, l'acteur de Spider-Man, genre il a arrêté l'alcool et il est en mode. C'est vrai que si on proposait de le mettre sur le marché maintenant, on dirait non. Genre, imagine, t'arrives et tu proposes, les mecs, on va mettre sur le marché une boisson qui te rend imprévisible, qui augmente les chances, enfin qui réduit tes réflexes, qui augmente les chances que tu meurs sur la route. Ah, franchement, on dirait non, hein. Bah, c'est normal. C'est absolument normal. Genre, c'est bizarre qu'on l'ait légalisé de base. Après, il y a une époque où l'alcool était l'un des seuls moyens de conservation de la nourriture. C'est pour ça que la bière a été créée à la base. Enfin, c'est-à-dire que c'est un moyen de conserver le houblon à travers l'hiver, parce que bah, l'alcool, genre, ça tue les microbes, c'est un désinfectant. Donc tu peux pas avoir de parasites ou de trucs comme ça dans l'alcool. Donc c'est un moyen de garder des calories, ce qui à l'époque était nécessaire. Mais quand même, c'est bizarre. Pareil, la clope, le tabac. Bon, c'est en partie grâce à Edouard Berdès, mais les mecs ont mis des milliards pour ne jamais se faire interdire et ils sont toujours pas interdits, c'est fou ça. Alors que c'est vraiment une satanisterie la clope. En plus ça pue. Pareil, ça je comprends pas. Si...
Et en plus, je connais plein de gens qui fument, mais je comprends pas. Je, je suppose qu'il faut fumer pour comprendre, mais comme j'en prends pas, je comprends pas. C'est le plaisir de la confiance. C'est bon, j'ai cité l'homme pâle, je suis content. Ah, waouh. Ça commence à devenir vraiment dur au niveau. Pas niveau cardio, au niveau cerveau. Genre le cerveau, il commence à lâcher. Genre je sens que chaque réflexion devient plus lente et plus automatique. C'est-à-dire que c'est pas vraiment moi qui parle. C'est moi qui parle, mais c'est de moins en moins moi qui parle. Je dépersonnalise. Non, je dépersonnalise pas vraiment. Mais. Putain, c'est une chanson de Stanislas. Mais là n'est pas le sujet. Le nombre de références que j'ai mises dans ce podcast, assez forte, hein. Assez fort, c'est le nombre qui est assez fort. Beaucoup de littérature, beaucoup de films, beaucoup de musique. Carré, hein. C'est carré, c'est carré. Et là, j'ai vraiment envie d'arrêter, je sais pas pourquoi. Probablement parce que je suis sorti du flow. Ok, on a un état, c'est bon, j'ai retrouvé une phrase d'accroche. Enfin, d'accroche. En gros, tu as plusieurs états de conscience, on en parle avec les drogues, mais tu as un état dans lequel tu es concentré et tu te rends pas compte du temps qui passe. Ça s'appelle le flow, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et en fait, c'est juste, tu es très concentré sur ce que tu fais, sur l'activité que tu es en train de faire. Donc, tu te rends pas compte que le temps passe. Alors, littéralement, toutes les autres zones de ton cerveau qui ne servent pas à l'activité que tu es en train de faire sont désactivées. Dont ton horloge interne, le truc qui est chargé de voir que le temps passe. Ce qui fait que tu te rends pas compte de ce qui se passe dans le monde autour de toi et c'est flippant quand il y est. Parce que il y a un genre d'échec qui dit, c'est très simple, un mec pourrait tirer au pistolet à côté de moi, je l'entendrais pas. En fait, c'est ça, c'est pas que tu sens rien, c'est que ton cerveau n'écoute pas. C'est pas que tu entends rien, c'est que ton cerveau n'écoute pas. Et là, j'y étais, et là, j'en suis sorti. Je entre facilement avec le podcast, c'est aussi un signe que bah, c'est une belle obsession. Et franchement, l'état de flow, c'est. Tu vois, quand on dit qu'il faut être dans le moment présent, l'état de flow, c'est le moment le plus présent dans lequel tu peux être. Et en même temps, t'es pas là. Ce qui est très bizarre. C'est-à-dire que t'existes pas. Vraiment, genre, quand t'es dans l'état de flow, t'existes pas. T'es juste la tâche. Tu, te- tu deviens la tâche. Je sais pas comment. Tu symbiotises avec la tâche. Et t'existes plus. Et c'est très bizarre à vivre. Mais c'est trop bien. Et surtout, quand t'en sors, t'es en mode. Ah putain, c'est bien. Genre, ça vide ton âme, vraiment, ça lave tes péchés. C'est c'est trop bien. Et j'y étais, et là, j'en suis sorti. Et en fait, quand t'en sors, le plus dur, c'est d'y rentrer. Une fois que tu y es, c'est facile. T'as rien à faire. Littéralement, tu ne peux rien faire vu que tu n'as rien d'autre à faire que. Et vu que tu ne penses à rien d'autre que la tâche que tu es en train de faire. Par contre, une fois que t'en sors, c'est dur d'y re-rentrer. Et une fois que t'en sors, tu te rends compte de ce que t'étais et t'es lessivé. Mentalement, t'es lessivé. Parce que toute une zone de ton cerveau n'a servi que à une chose. C'est dur. C'est dur d'un point de vue mental. C'est très dur. Et je répète ça parce que je viens de sortir du flow. Genre, dès que j'ai regardé l'heure, là, tu vois, quand je m'avance, c'est que juste que je suis trop migleux pour lire l'heure. Et donc, c'est pour regarder l'heure. J'ai regardé l'heure. Je suis sorti du flow, immédiatement. Donc, je dois faire un effort conscient pour soit y re-rentrer, soit. Ouais, non, y re-rentrer. Et c'est dur. C'est. C'est pas que c'est dur. En fait, si, c'est juste dur. Mais, encore une fois, j'ai la discipline pour faire des trucs durs. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vu que j'ai entraîné ma discipline sur plein d'autres trucs avant, genre typiquement frapper au sac de frappe alors que j'ai plus envie et que mes muscles sont en train de mourir, faire une traction de plus alors qu'en vrai je peux physiquement pas quoi, euh, tenir une minute de plus en gainage, lire une heure de plus, écouter le cours 30 minutes de plus, vu que je me suis entraîné à faire des choses difficiles, ne pas manger, typiquement ça c'est un bon entraînement de discipline, vu que je me suis entraîné à faire des choses difficiles, j'ai la discipline pour tenir le fait de ne plus être dans le flow. Mais je sens bien que la qualité de ce que je dis a baissé. Et tu le sens probablement aussi. C'est-à-dire que tout. Déjà, je parle plus lentement, naturellement. Et là, c'est pas un choix. C'est pas moi qui suis concentré et qui me dit il faut que tu parles plus lentement. C'est juste, j'ai plus le choix. Juste mon corps est en mode non, je parle plus doucement. Pareil, pas le choix. C'est juste ma voix est en mode non. Et c'est juste un mode de conservation d'énergie. Et ce que je dis est moins intellectuellement stimulant. C'est-à-dire que là, on parlait des trois caractéristiques d'une conversation. Ma pensée divergente, vu que je suis éclaté, est probablement pas ouf. Ma pensée convergente est probablement bien, mais pas plus, mais sans plus.
Et ma pensée associative est niquée. Et encore, peut-être que la fatigue. Non, la fatigue. Pour l'instant, je suis au stade où la fatigue ne m'empêche pas d'avoir des filtres. Elle m'empêche d'avoir assez d'idées pour submerger les filtres. Mais dès que la fatigue sera assez forte pour enlever les filtres, là, on va s'amuser. Là, il va y avoir du sport. Là, je vais sortir des dingueries. Mais donc, pour l'instant, ma pensée divergente diminue. Après, elle va réaugmenter. Et les deux autres pensées vont juste crash. Très loin. Et encore, ma pensée associative sur un malentendu peut augmenter. C'est-à-dire que parfois, quand tu es fatigué, c'est ce truc de conversation, 2 heures du mat, quand tu es fatigué et tu refais le monde et genre tu découvres plein de trucs. Souvent, ce que tu découvres, c'est de la merde, mais parfois, il y a une bonne idée qui se cache là-dedans parce que t'as pas le filtre et parce que tes associations sont plus libres. C'est clair qu'il y a aussi un filtre interdisciplinaire. Bah, Charlie Munger en parle dans son almanach. En gros, c'est un livre qui retranscrit certains de ses discours qu'il a fait dans plusieurs universités et tout. Il y en a un dans lequel il dit il y a un manque d'interdisciplinarité. Je te l'ai sorti en un seul mot alors que je suis fatigué, ça c'est chaud. C'est-à-dire que par exemple, on n'utilise pas assez psycho dans l'économie, on n'utilise pas assez d'économie pour comprendre, on n'utilise pas assez de maths pour comprendre l'économie, on n'utilise pas assez de sciences dures pour comprendre les maths, etc. En gros, on n'utilise pas assez des autres domaines pour comprendre notre domaine. Il y a trop de barrières entre les domaines. Et lui, il dit qu'il faut juste casser les barrières et admettre que pour être un humain efficace, tu as besoin d'avoir des connaissances de base dans à peu près tous les domaines. Ce qui est d'ailleurs un argument assez cool contre la spécialisation. Et pareil, c'est un grand débat, ça, spécialisation, généralisation, mais ça, c'est pour après. C'est pour après la pause, évidemment. Euh, Putain, on est à la radio. Revenez après la pause pub. Il n'y a pas de pause pub. Il n'y a pas de pub encore. Il n'y en aura pas, je pense. En fait, je sais pas si j'active les pubs après. Mais bref, j'étais où? Oui, donc probablement que la fatigue enlève aussi les barrières entre les disciplines. Et donc que tout devient plus permutable. Par contre, niveau pensée profonde, ça va dégager, hein. Là, il n'y aura plus aucune pensée profonde. Tout ce que je vais dire sera automatique et donc par chance peut être intelligent, mais ce serait que de la chance. Il n'y aura pas beaucoup de réflexion derrière parce que mon cerveau n'a plus la capacité de réfléchir fortement en fait. Parce que je commence à être très fatigué. Et pas fatigué physiquement, c'est-à-dire que là je pourrais toujours faire des pompes, mais fatigué mentalement. Plus il y a la perspective de continuer. Et il faut que je desserre mon pantalon. Hop là. Il y a la perspective de continuer. Compliqué. Compliqué surtout que j'ai des colocs qui vont commencer à m'en vouloir. Là, on est à 6 heures. 6 heures avant de parler, quel enfer. Parce que c'est mal isolé. Ils comprennent pas ce que je dis, probablement. Si ils comprennent ce que je dis, désolé les mecs. Mais ils m'entendent probablement. Et ça fait un bruit de fond. Et c'est pas ouf. Et c'est pas ouf. Mais non, la perspective de continuer pendant encore 6 heures, genre d'avoir fait la moitié, c'est en même temps encourageant et en même temps pas encourageant. Parce que c'est vraiment dur. En même temps, c'est toujours à la moitié que c'est à peu près le plus dur. Tu passes trois quarts, genre de la moitié à trois quarts, c'est toujours le plus dur. Dans tous les domaines. Je sais pas pourquoi. En tout cas, peut-être que c'est personnel, peut-être que c'est que moi. Faudrait que je regarde d'ailleurs les marathoniens. Parce que le marathon, c'est typiquement un truc dur et un truc qui se fait beaucoup dans la tête. Faudrait que je regarde à quel point la plupart lâchent. Et à quel point la plupart disent que putain, c'était le plus dur. Faudrait faire une étude comme ça en mode quelle partie d'une expérience est la plus dure à faire. Et je commence à avoir des frissons. Et ça peut pas être la fraîcheur, puisque pas frais, puisque j'ai mis un peu de chauffage. C'est soit la soif, parce que je commence à avoir soif. Et j'ai très peu d'eau dans cette boule. Soit la fatigue, ce qui serait terrible. On va prendre du sel. Soit la fatigue. Et il faut encore aller 15 minutes, et après la pause. Et après la pause, normalement, soit ça va mieux, soit ça va pas mieux du tout. Soit je suis dans la merde. Et là, je viens d'avoir la sombre pensée de tricher. Sombre pensée que je ne devais pas mettre à l'œuvre, évidemment. Mais qui est en gros de reprendre demain, quoi. Et de refaire 6 heures demain. En mode, t'as capté, il s'est rien passé. Et de toute façon, ça se voit, le soleil décline, donc... puis de toute façon, je vais pas le faire, ça sert à rien. Pareil, ça se tricher, j'avais compris, ça sert à rien. Genre, j'ai triché une fois à un contrôle. C'était en sixième. C'était un contrôle d'arabe, parce que j'ai fait des cours d'arabe en sixième, je sais pas pourquoi. Non, j'ai essayé de trouver l'explication, j'en ai pas. Et j'ai cherché, en gros, j'ai regardé ma feuille d'alphabet. C'était un contrôle sur l'alphabet, et j'ai regardé ma feuille pour avoir une lettre, parce que je savais que je l'avais, et je savais que je l'avais pas.
Genre, c'était ce truc très frustrant, je savais que je le savais, mais j'y arrivais plus. Enfin, je l'avais pas, quoi. Puis il était 18h, enfin 17h40 et quelques. J'en avais marre et tout. Non, voilà. Et j'ai triché une seule fois. Sinon, j'ai jamais retriché pour moi. Après, j'ai triché pour les autres, mais ça compte pas. Genre, donner des réponses. Putain, en anglais, en troisième, c'était aberrant. Il y avait certains contrôles où si t'accumulais tous les points que j'avais donnés, toutes les réponses que j'avais données, j'avais plus de genre 30 sur 20. C'était trop bien. Enfin, c'était trop bien. Mais j'ai jamais triché. Genre, je donnais des réponses. Mais jamais. Toujours pour moi, j'avais pour les... Enfin, toujours pour les autres, j'avais pour moi. Et à la fac, ça se fait plus du tout. C'est très bizarre. Plus personne ne pense. Parce que pendant les partiels, évidemment, ils te mettent la pression, il y a plein de surveillants et tout, tu peux pas tricher. Mais puis en plus, tu as des caméras et tout. Mais pendant les petits contrôles de contrôle continu, je sais pas pourquoi personne me demande des réponses alors que j'ai des. Genre, j'ai des putains de notes et tout le monde est en mode, ouais, tranquille. Genre, personne ne demande de réponse à personne, c'est bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Les gens sont devenus sérieux. Mystérieux. Mais bref, j'avais la sombre idée de tricher, que je vais pas faire évidemment, puisque ça sert à rien. Ça aussi, tricher, ça réduit ta confiance en toi. Et ça devient aussi une prophétie autorisatrice. Parce que quand tu réussis en trichant, bah, c'est pas toi qui as réussi, c'est la triche. Et donc en fait, c'est toi qui te dis à toi-même, je suis trop nul pour réussir sans tricher. C'est comme les drogues, je suis trop nul pour réussir sans me droguer. Et donc forcément, ça réduit ta confiance en toi et c'est pas ouf. Et donc ça t'encourage à encore plus te droguer ou encore plus tricher ou encore plus. Les cercles vicieux, on en parlait. Putain de merde, c'est compliqué, hein. Ah, c'est dur, hein. Et donc, ouais, j'avais pensé à tricher. Je sais pas pourquoi mon cerveau a eu cette pensée. Heureusement que je me suis rendu compte qu'il y a eu cette pensée avant qu'elle germe. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où je médite beaucoup. Putain, la méditation aussi, un sujet. C'est de quoi que je voulais parler après la pause? Je sais déjà plus. Ma mémoire à court terme et à long terme aussi est nulle. Genre là, vous voyez, enfin, genre là, tu vois un être humain aux limites. Et après, est-ce qu'il y a quelque chose après la limite? Oui, justement, est-ce qu'il faudrait faire une étude pour voir où est la limite pour la plupart des gens? Je pense qu'elle est à la moitié, entre la moitié et trois quarts. Parce que putain, waouh. C'est pas un état de fatigue. Parce que là, je sais que genre, je pourrais aller courir un marathon, il n'y a pas de problème. Je suis à jeun. Je peux pas aller courir un marathon, mais t'as capté. Je pourrais aller courir, il n'y a pas de problème. Je peux aller faire de la boxe. Putain, faire de la boxe, c'est une bonne idée. Là, tu vois, je commence à avoir en tête toutes les idées de trucs que je pourrais faire qui seraient bien et qui seraient pas dans ma tête et qui seraient plus agréables que ça. Mais en même temps, ce serait pas plus agréable dans la mesure où je sais que j'aurais échoué. Et en même temps, il y a aussi un truc en mode, tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Soit je vois que j'ai échoué, soit je vois que j'ai réussi. C'est-à-dire que soit je vois que j'ai pas réussi 6 heures, 12 heures, soit je vois que j'ai réussi 6 heures. Ce qui est quand même un putain d'exploit. Et je pensais même pas en être capable avant de commencer ce podcast. En vrai, honnêtement, je pensais que 4 heures c'était le max que je pouvais faire. Donc en vrai, je suis déjà content. Et là, tu vois, c'est mon cerveau qui est en train de. Le cerveau est quand même une formidable machine à excuses. C'est-à-dire que il y a cette expérience très flippante où en gros, tu prends des gens qui ont eu. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, tes deux hémisphères sont connectés par très peu de neurones en fait. Donc tu peux couper cette zone. Notamment, c'est utile pour les gens qui ont certains problèmes de santé. J'ai oublié lesquels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux anesthésier leur cerveau droit et demander au cerveau gauche de faire quelque chose. Après, tu anesthésies le cerveau gauche et tu demandes au cerveau droit pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et c'est incroyable, c'est trop marrant. Enfin, marrant, flippant aussi. Parce que par exemple, tu demandes à. En gros, la partie du cerveau que tu viens de réveiller et tu lui demandes mais pourquoi tu as fait ça, il invente totalement les raisons. Il sait pas, puisque c'est le cerveau gauche qui sait et qu'il n'a pas d'accès au cerveau gauche. Il sait pas pourquoi il l'a fait. Mais il invente totalement. Et il sort des conneries. Et c'est là que tu vois que le cerveau est une bonne machine à justification. C'est-à-dire que peu importe ce que tu veux faire, tu trouveras la justification de le faire. Et c'est d'ailleurs un instinct que j'ai eu il n'y a pas longtemps qui est que tu, tu veux penser avant de penser. Tu veux croire que, et ensuite tu fais les arguments rationnels et le chemin de pensée pour penser que. N'importe quoi d'ailleurs, ça marche pour la religion, ça marche pour tout, ça marche pour les opinions politiques. On justifie beaucoup plus qu'on pense. Et on justifie beaucoup plus qu'on réfléchit. Ça, c'est une belle phrase. Ou pas, parce que je suis fatigué, donc ça se trouve, c'est une phrase de merde et je m'en rends pas compte. Mais c'est dingue, genre, le nombre de trucs. Genre, là, je me rends bien compte que si j'arrête, je vais trouver un milliard de justifications. Genre, là, mon cerveau est en train de trouver un milliard de justifications pour arrêter. Et un milliard de trucs à faire qui sont mieux que ça. Et en même temps, et encore une fois, il faut regarder les incitations. J'ai quoi comme incitation à continuer?
j'ai quoi comme incitation à arrêter? Parce que, par exemple, la fierté, c'est une incitation qui marche bien à court terme. Une fois que j'aurai fini, je serai ultra fier. Oui, mais je serai fier pour 6 heures aussi. La honte, c'est une incitation dans le sens inverse, c'est-à-dire que tu essaies d'éviter la honte. Mais si j'ai pas le fameux j'ai pas à rougir de ma performance, si t'as pas à rougir de ta performance, bah forcément ça réduit ta performance. Le fait que t'aies plus honte. Genre si t'arrêtes un marathon au premier kilomètre, c'est honteux. Donc tu vas pas le faire. Mais si tu dépasses et qu'avant le max que tu avais fait c'est 10 kilomètres et que là t'es à genre 21 et t'as capté c'est déjà un semi-marathon, tu peux déjà te la péter et tout, tu commences à avoir de moins en moins d'incitation pour continuer et de plus en plus d'incitation pour arrêter. Et ouais, ça. Et donc c'est encore une fois les incitations. Et là je regarde les incitations que j'ai et je vois bien que je viens de regarder le temps et que je regarde de plus en plus le temps. Ce qui est généralement un mauvais signe. Et tu vois, il y a un truc bizarre où les prophéties autorisatrices. Genre, parce que tu penses que quelque chose va arriver, tu penses que quelque chose va arriver. Genre là, je suis en train de me dire, j'ai tous les signes avant-coureurs du fait que je vais arrêter, ce qui est en fait une façon de me préparer à arrêter, entre guillemets. Et le fait d'être conscient de ça, ça réduit mes chances d'arrêter. Mais c'est pas dit que j'y arrive non plus. C'est ça le truc, c'est ça le suspense. Donc peut-être que c'est la fin de ce podcast, et tu vois comme mon cerveau est en train de... Genre tu vois comme t'entends les deux personnes là. Genre la phrase d'avant, c'était la partie de mon cerveau, économie d'énergie, qui est fatiguée, qui ressent la fatigue et qui veut arrêter. Et la partie qui parle là, c'est la partie pas économie d'énergie, la partie qui est toujours consciente, qui veut continuer parce que c'est ce qu'il y a de plus humain à faire. Parce que faut toujours se surpasser, faut toujours faire un peu plus. Et un peu plus, tu peux toujours faire beaucoup plus en fait. Et là, je suis probablement pas loin de la minute du soldat. Ça, c'est un concept militaire, mais en gros, c'est quand tu es soldat et que tu es dans la merde, tu as une minute. Réfléchis pas à plus d'une minute. Si tu réfléchis à plus d'une minute, si tu réfléchis à ce qui va se passer demain, si tu réfléchis au fait que dans une semaine, tu seras toujours dans la merde, tu seras toujours dans la boue en train de manger des rations dégueulasses, tu vas péter un câble. Pense à la minute d'après. Il va se passer quoi dans une minute? C'est quoi la prochaine minute? La prochaine minute, c'est je vais aux toilettes. Ok. C'est quoi la prochaine minute? La prochaine minute, c'est je recharge mon arme, je nettoie mon fusil. Ok. Prochaine minute, je nettoie mes bottes. Ok. Prochaine minute. Et tu fais ça toutes les minutes jusqu'à ce que tu survives. C'est aussi une technique quand tu es à bout sportivement. Tu te dis, ok, encore 3 secondes, encore 3 secondes, encore 3 secondes, encore 3 secondes, encore 3 secondes. C'est une technique anti-addiction aussi. C'est ce que Lopalé dit quand il dit dans Cristal. euh, comme, comme dire pour la vie c'est trop dur, elle retarde de 24 heures le temps de se redire la même chose. Tu vois, c'est encore 24 heures, encore 24 heures, encore 24 heures. Et chaque 24 heures, tu te dis la même chose. T'as encore le temps, tu vois. Et genre, tu fais ça à l'infini. C'est dur, hein, c'est dur à faire. C'est dur à faire. Surtout quand tu sais que t'es observé. Parce qu'en fait, la minute du soldat, ça te rend con. Forcément, le concept, c'est que tu vois très court terme. Donc, donc d'un point de vue extérieur, t'as l'air con quand t'appliques ça. Quand t'es en train de... Je sais pas, il y a aussi une... C'est un truc de soufi là. Donc les soufis sont le soufisme. Est-ce qu'il y a le temps d'expliquer le soufisme? Oui. Est une sous-branche de l'islam qui est une branche très mystique de l'islam et très niche, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de soufis par rapport aux chiites et aux sunnites, mais ils sont là. Et ils ont une prière qui est en mode je te suis ni mon corps ni mon esprit. Et avant, je pensais que ça voulait dire que t'étais ton âme, mais en fait, non, ça veut probablement dire que t'es rien. Enfin, en tout cas, la version. J'espère que ça veut dire que t'es rien, et que c'est la version plus poétique de ça, on va dire. Et pareil, donc les soufis sont tous très poétiques en général. D'ailleurs, la plupart des poètes arabes très connus, en fait, étaient soufis plus que sunnites ou par exemple, j'ai oublié son nom. Bref, il y a un poète arabe qui a écrit les quatrains, il est soufi, il me semble. Et les quatrains, c'est juste une collection de poèmes de quatrains, du coup, qui sont magnifiques. Al-Khayyam, je crois que c'est Al-Khayyam. Euh, J'espère, sinon c'est terrible. Mais bref, et du coup, cette prière, genre, elle marche tellement bien quand t'es en train de mourir, t'es en train de faire du gainage pour la 5e minute d'affilée, et que t'es en mode, je ne suis ni mon corps ni mon esprit, je ne suis ni mon corps ni mon esprit. Sauf que pendant un podcast, je ne peux pas faire ça, je peux pas
me mettre à prier en plein milieu d'un podcast, ça marche pas. Plus, il faut continuer à dire des choses intelligentes. Et la minute du soldat, ça empêche de dire des choses intelligentes. Ça empêche de faire des choses intelligentes. C'est bien quand tu sais ce que tu vas faire. C'est bien quand tu sais ce que tu vas dire. C'est bien quand tu sais ce que tu as à faire, quand tu as un plan clair. J'ai pas de plan clair, c'est le concept du podcast. C'est que ça part au couilles. C'est pour ça que ça s'appelle TDAH podcast. Mais il faut continuer de genre parler et essayer de dire des choses intelligentes. Et donc là, en fait, non, je pense que je peux m'abstenir de dire des choses intelligentes parce que la lutte est belle à voir. Là, je pense qu'on est au stade où la lutte est assez belle à voir pour que tu puisses genre t'amuser à voir les deux parties de mon cerveau qui sont en train de se tabasser, il faut le dire honnêtement, pour d'une part essayer de me faire arrêter, d'autre part essayer de me faire continuer. C'est compliqué. Compliqué, c'est une lutte. Le truc étant que cette lutte existe à tout moment. Par exemple, ça fait une semaine enfin 5 jours du coup que j'ai pas jeûné, putain, waouh, que j'ai pas mangé. Et cette lutte, j'ai choisi le mode difficile, c'est-à-dire que j'avais toujours, et j'ai toujours de la nourriture, genre de quoi casser mon jeûne à portée de main. Parce que oui, je suis un peu con. Et donc, mardi, qui était le jour le plus dur, non, lundi, qui était le jour le plus dur, deuxième jour, donc le jour où t'es en hypoglycémie mais t'as pas encore la cétose, et j'étais en train de faire du jeu de rôle avec des potes et il y avait que de la nourriture à table. Et c'était dur. Et pareil, il y a les mêmes voix, c'est toujours les deux mêmes voix. T'as David Goggins, il appelle ça la bitch voice, la voix de salope. J'aime bien la traduction française. C'est juste la voix qui est en mode non mais arrête, c'est con, tu vas pas pousser trop loin. Puis de toute façon, sois déjà fier de toi. Tu vois, c'est cette voix-là, c'est ce truc que tu entends toujours qui est en mode non mais un petit bonbon ça ferait pas de mal, une petite goutte d'alcool, petit verre de vin, un film, un petit épisode de série. Et tu vois, genre, une fois que tu cèdes à cette voix, tu cèdes plus. C'est-à-dire que un bonbon devient le paquet, un épisode devient la série, la saison. Un petit fond de vin devient un verre, qui devient une bouteille, qui devient t'es bourré. Et ce genre de truc, c'est horrible parce qu'en fait, tu sais que si tu commences, tu peux pas finir. Ou alors, en fait, si tu commences un peu, c'est dur de finir. Mais commencer paraît si petit effort. Ça paraît un si petit pas que tu te dis pourquoi pas. Et là, l'avantage que j'ai avec le podcast, c'est que la décision est un oui-non. Il n'y a pas d'intermédiaire entre est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue. C'est soit je continue, soit j'arrête. Mais il y a plein de. Donc c'est moins fourbe. Il y a plein de situations qui sont beaucoup plus fourbes, où tu as des intermédiaires, où tu te dis un petit pas par là, ça ferait pas de mal. Tu vois, un petit. Je sais pas, regarder une vidéo YouTube, c'est pas grave. Mais en fait, t'as ouvert la porte. T'as ouvert la porte, c'est fini, t'en regarderas 50. Un petit short, c'est pas grave. J'attends le tram 2 minutes, puis après tu continues de regarder dans le tram, puis après, c'est terrible. Et là, j'ai juste envie que la pause arrive, tu vois. Parce que j'en ai besoin. Parce que sans ça, mon cerveau va péter un câble. Parce que je suis dans le mode difficile depuis 15 minutes et ça fait 15 minutes que je lutte avec moi-même. Et l'avantage, c'est que la lutte est ouverte, c'est-à-dire que je peux la verbaliser. Et genre, ça marche très bien pour se rendre compte de ce que tu es en train de faire. Si un mec, si tu étais obligé d'écrire sur une feuille à chaque fois que tu commences à faire une connerie, tu ferais moins de conneries. Et c'est ce que je fais, hein. Enfin, c'est ce que je ne faisais pas et que maintenant je fais. C'est juste chaque fois que je m'apprête à faire une connerie, je suis en mode ah, on va écrire ce que je suis en train de faire et ensuite on le fait. Et ça marche très bien parce que tu te rends bien compte des arguments fallacieux. Tu vois toutes les excuses que mon cerveau avait commencé à faire et que j'ai repérées. Mais en fait, je les aurais probablement moins repérées si je les avais pas verbalisées. C'est le fait de, à voix haute, avoir dit mon cerveau commence. Enfin, ouais, mon cerveau commence à faire des excuses qui me permet de dire ah oui, bah oui, effectivement, il commence à faire des excuses. Non, waouh, c'est le fait de commencer à dire ouais, je suis fatigué, t'as capté. euh, de toute façon, je suis déjà fier avec 6 heures, tu vois. Le fait d'avoir commencé à dire ça, c'est ce qui a permis à mon cerveau de se dire, et de l'avoir verbalisé, c'est ce qui a permis à mon cerveau de se dire, ah oui, mais non, en fait, là, t'es en train de faire des excuses. Parce que le cerveau est une bonne machine à excuses, et il reste 10 secondes avant la pause.